Je présente un énoncé que voici, qui a été traité précédemment, mais ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que le son a été perdu au cours de la vidéo, donc je dois la recommencer complètement. Donc je vais me référer à la vidéo où il n'y a pas de son pour vous faire un petit peu la même vidéo, hein. Je vais essayer de cadrer la vidéo comme elle a été faite auparavant, mais d'aller rechercher les informations et de les dire verbalement parce que je vous dis, une partie du son était, on a du son au départ et puis après le son était perdu. Ce qui veut dire qu'ici, bon, je vais refaire une vidéo complète et en mettant les choses au point, bien sûr, en ayant bien sûr cette fois-ci du son, en espérant que le son ne se coupe pas au cours de la vidéo. Alors voici l'énoncé dont on a soit les deux surfaces. On a la surface S1 qui est x carré, qui a pour équation x carré plus y carré plus z carré égale 4, et la seconde surface qui est z égale 2x. Z2, S2 est la seconde surface pour laquelle on a une équation où z vaut le double de x. En utilisant les coordonnées les mieux adaptées d'un point quelconque, on demande d'écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. Donc on va rechercher l'intersection des deux courbes, ce qui est une chose aisée à faire. Le tout, c'est d'adapter par rapport aux coordonnées les mieux adaptées à la situation pour pouvoir établir l'intersection des deux courbes. Ensuite, on a une sous-question, petit b. Bien sûr, on va rechercher les équations cartésiennes de la projection de l'intersection sur le plan OXY. Donc, une fois qu'on aura eu l'intersection, alors c'est l'intersection de S1 avec S2. Eh bien, une fois qu'on a décrit la courbe d'intersection, eh bien, on va projeter la courbe d'intersection sur le plan OXY. Alors donc, vous avez compris que c'est un problème de géométrie dans l'espace. On est dans R3. Et on a des équations f de x, y, z égale 0 pour S1 et S2. S1 et S2 sont des fonctions à trois variables, dont S1 est du deuxième degré et S1, on a trois variables, tous les trois sont du premier degré. Donc trois variables du deuxième degré pour S1, et pour S2, on a trois variables x, y, z du premier degré. Donc on peut les distinguer. On a du second degré pour S1 et du premier degré pour S2. Alors la première des choses, c'est bien sûr d'identifier les courbes. C'est ce que je vais faire ici. L'identification est assez simple parce que ce sont des courbes assez simples. Ce sont des courbes assez simples qui sont reconnues assez facilement puisqu'on a x carré plus y carré plus z carré égale 4 n'est rien d'autre que x moins 0 plus y moins 0 plus z moins 0 égale 2, bien sûr, au carré, au carré, au carré et au carré. Ce qui veut dire qu'on a l'équation, vous reconnaîtrez l'équation x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r carré, qui est l'équation d'une sphère. Donc S2 est une sphère. SP c'est sphère. Hein. C'est l'équation d'une sphère centrée dans l'espace, bien sûr, au point de coordonnées A, B, C et de rayon R.
Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, S2 est centré en 0, 0, 0 et de rayon 2. Alors si vous voulez la dessiner, vous dessinez bien sûr les axes avec une norme. Alors vous mettez par exemple unité égale 1 cm, 2 unités égale 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Voilà. Là vous mettez bien sûr par rapport à l'axe que voici, vous mettez 45 degrés. Et là, unité ce sera racine 2 sur 2. Tout sera multiple de racine 2 sur 2. Alors 2 unités, c'est 2 fois racine 2 sur 2. Vous allez vous retrouver en racine 2, et ainsi de suite. Donc c'est pour avoir une histoire de vraie grandeur. Si vous prenez, bien sûr, 45 degrés, là, ça sera un repère orthonormé direct, puisque vous aurez l'origine ici, x, y et z. Et bien sûr, là, de nouveau, vous mettez la même norme qu'ici. Hein, la même norme qu'ici. Donc vous mettez 1 cm égale unité. Donc 2 cm vaudra 2 unités vaudra 2 cm. Bon, il y a juste ici, vous mettrez racine 2 sur 2 pour avoir une histoire de vraie grandeur. Alors après, comme il s'agit d'une sphère, elle est centrée en 0, 0. Voilà, vous dessinez voilà, un espèce de cercle qui relie le 2, 2, un cercle qui relie le 2, 2, un espèce de cercle qui relie le 2, 2, et voilà. Et là, vous avez la figure dans le premier octant. Bah, maintenant, vous pouvez mettre la sphère complète, hein, c'est pas un problème. Alors, je vais faire ceci sur GeoGebra et vous montrer que, bon, tout d'abord, aller rechercher graphique 3D. X carré plus Y carré plus Z carré égale 4. Voilà, c'est la sphère. Alors maintenant, si vous voulez voir le premier octant, je vais créer les plans. X égale 0, Y égale 0 et Z égale 0. Et là, on peut apercevoir donc le premier octant. Voilà, ça, c'est ce que, normalement, voilà, on peut voir tous les octants. Hein. Il y a 8 octants. Donc on peut voir, bon, là, je vois l'octant du bas. L'octant, voilà, cet octant-là, et l'octant du haut. Il y a 8 octants. Voilà. Donc c'est la partie visible des octants. Voilà, il faut créer les axes x, y, z égale 0. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième surface, qui est une fonction en x, y, z du premier degré. Et elle s'écrira, bien sûr, moins 2x plus 0y plus z égale 0. Bon. Et ça, c'est S2. Alors, vous aurez remarqué que c'est mx plus ny plus pz plus q égale à 0, qui est l'équation d'un plan quelconque que j'appelle pi. Alors maintenant, je vais regarder les coefficients. Les coefficients, ben, là on a 0y. Ça veut dire que ce plan-là, il est parallèle à l'axe OY, puisqu'on a 0y. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez en y. C'est indépendant du y. Donc s'il est indépendant du y, ben voilà, il est parallèle à l'axe OY. Mais en plus de ça, le Q, ici, le terme indépendant, il n'y en a pas. Donc le Q, il vaut 0. Si le Q vaut 0, ça veut dire qu'il passe par l'origine. Donc il passe par l'origine et il est parallèle à Y, ça veut dire qu'il est confondu. L'axe Y appartient au plan. Donc l'axe, que je vais appeler l'axe OY, appartient. Attention que ça c'est 0, hein. Ça c'est O. Pas confondre 0 et O. Ça c'est l'axe OY. Appartient au plan S2. Donc c'est un plan. Alors maintenant, si je fais
les intersections comme demandé dans l'énoncé, ben, on aura l'intersection entre S1 et S2, ben, ça peut donner du vide. Alors, ça peut donner du vide. On peut avoir une intersection comme on peut ne pas en avoir. Mais ici, on aura une. Hein. Bon, S1 inter S2, voilà. Et ça, c'est quand ça donne du vide, c'est incompatible. Hein. Le système est incompatible. Il n'y a pas de solution. Voilà, c'est par exemple le plan est disjoint de la sphère. Mais ici, il y a une intersection. Bon, il y a, ça sera compatible. Hein. Donc si c'est différent du vide, le système est compatible. Et là, je peux vous dire qu'il est compatible. Alors, je vais vous montrer que le plan, l'axe Y fait partie du plan, il passe par l'origine. Et alors, sachez que si vous voulez le dessiner, ce plan, si vous voulez dessiner le plan, toujours dans le système d'axe, voilà. Donc vous mettez unité, vous mettez 45 degrés par rapport à cet axe-là, mettez 45 degrés, donc vous avez unité égale racine 2 sur 2. 2 unités, ça sera racine 2 et ainsi de suite. Là, unité vaut 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Unité vaut 1 cm, 2 cm, 3 cm. Voilà, et ainsi de suite. Là, vous avez l'axe Y, l'axe X. Pour avoir un repère orthonormé direct, faites ceci. Alors, le plan, on sait bien que Z égale 2Y, 2X. Ça veut dire que le plan, il est parallèle à l'axe Y. Enfin, il contient l'axe Y parce qu'il passe par l'origine. Mais il faut savoir que si X vaut 1, Y vaut 2. Si X vaut 2, Y vaut 3. Il vaut 4, je m'excuse. Donc Z est le double de X. Donc si X vaut 1, le Y vaut 2. Donc on aura, il faut que je mette la coordonnée 1, 2. Pour 1, on aura 2 unités. Pour 2, je fais une parallèle à l'axe des Z. Puis je fais une parallèle à l'axe des X pour avoir 4. Voilà. Et donc ça, c'est 2 points du plan. 1, 2 est un point du plan, ainsi de suite. Il passe par l'origine. Donc je peux tracer le plan. Alors, je vais le tracer. Z égale 2x. Alors, pour ne pas encombrer, alors je vais le mettre en une couleur. On va mettre en vert ou bleu. Voilà, le plan, vous voyez qu'il passe par l'axe OZ, il passe par l'origine. Donc l'axe OY, je m'excuse. Là, qui est vrai, vert, hein, l'axe OY c'est l'axe vert. L'axe vert appartient au plan, comme je vous ai dit. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, vous voyez bien que si je mets le plan, le point euh, 1, moins 2, 2, voilà, il appartient au plan. 1 moins 2, 2 appartient au plan. Alors je vais mettre moins 1, moins 2, moins 2. Un second point qui appartient au plan. Ensuite je vais mettre 1, 1, 2, virgule, 2, et moins 1,
virgule 2, virgule 2. Voilà. Alors non, on peut voir, enfin, moins 2, moins 2. Voilà. Et je vais relier les 4 points. Et on verra le plan. On verra ce plan-là. Hein. Je relie ces points. ABC par un polygone. Voilà. C, A, B, D, C. Voilà, vous avez la figure. Enfin, ce qui représente un petit peu le plan. C'est une partie du plan. C'est une surface qui représente le plan. Voilà, maintenant j'ai dessiné donc la sphère. Ouais, on a la sphère. Alors, ici vous voyez qu'on aura une intersection du plan avec la sphère. Hein. Bon, le plan coupe la sphère. Hein. On a une intersection. Hein. Elle n'a même pas de tangente, elle coupe vraiment la sphère. On fait une tranche. C'est comme si on mettait une tranche. Hein. On coupe à travers une tranche. Alors, on coupe une tranche pour avoir une courbe. Donc, si on regarde bien, voilà, l'intersection de S1 S2 est différente du vide. Donc il y a bien une intersection, on a une tranche. Alors cette tranche, c'est une courbe. Alors c'est une courbe du deuxième degré, puisque c'est une sphère, avec une courbe du premier degré qui est une droite. Alors la tranche va découper un chemin. Voilà, il va découper un chemin qui est une courbe. Hein. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais faire l'intersection du chemin. Intersection chemin. Alors A, le AE. A. E. Voilà, et on voit le chemin qui est en orange. Donc ça ressemble, l'intersection, le chemin, peut apparaître comme un cercle, mais ici c'est pas un cercle, vous voyez. Voilà, si je retire la sphère pour mieux voir, voilà, c'est pas un cercle. Si c'était un cercle, ben, là on voit un point de tangence sur le segment AB et sur le segment CD, mais pas sur le segment AC. Il n'y a pas de point de tangence, donc c'est pas un cercle. Alors vous allez me dire, est-ce comment on appelle ça, une parabole? Non, c'est pas une parabole. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Donc c'est mitoyen entre un cercle et une parabole, mais c'est ni un cercle ni une parabole. C'est pas une parabole. Regardez, conique passant par
Apparemment, ça serait une parabole alors. Bon, je vais aller chercher le foyer. Il ne me donne pas ces foyers ci directrices. Il ne me donne pas ces foyers ci directrices. On pourrait l'englober dans une parabole, pourquoi pas. Bon ben voilà, c'est une conique. Hein. C'est une conique. Bon, je ne sais pas pourquoi ils me mettent des points. C'est une conique. Il a réussi à me créer l'équation d'une conique, donc c'est bien une conique. Hein. Bon, alors, je viens de vous dire qu'on a bien une intersection, ben, c'est une conique. Donc ici, ça va donner une conique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une quadrique ou une quadratique, inter, un plan, donc second degré avec du premier degré, va donner une conique. Mais la conique, c'est du second degré. Hein. La conique, c'est du second degré. Voilà. Alors, je vous rappelle, une quadrique. Voilà, les quadriques ici, c'est une équation du second degré de la forme ax carré plus by carré plus cz carré plus 2dyz plus 2xz plus 2fxy plus gx plus hy plus iz plus j égale 0. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une équation d'une quadrique. Alors, si vous voulez l'équation d'une conique, c'est ax carré plus bx carré, enfin ax carré plus 2bx y plus y carré plus 2dx plus 2y plus f égale 0. Ah, ça c'est une conique. Ah, ne pas confondre avec une quadrique. Les quadriques sont en fait des espèces de coniques dans l'espace. Hein. C'est des espèces de coniques dans l'espace. On n'appelle pas ça conique, on appelle ça quadrique. C'est des équations du second degré. Voilà, vous voyez x carré plus bx carré plus z carré avec a, b, c. Attention que il faut garder des termes du second degré. Hein. Il faut garder les termes du second degré parce que a, b, c différent de 0, 0, 0. Alors si vous avez ceci, ben, une des quadriques, ça c'est un ellipsoïde. On a l'hyperboloïde à une nappe, l'hyperboloïde à deux nappes, le paraboloïde hyperbolique. Ah ouais, c'est pas une parabole. Hein. C'est pas. Oui, ça c'est pas x carré plus y carré. Oui, il y a un z, de l'autre côté. Ouais. Ne confondez pas les coniques et les quadriques, hein, parce qu'ici il y a un z. Il y a une troisième variable. Hein. Hein, c'est x carré. Dans les coniques, c'est x carré sur a carré. Si je prends l'ellipse, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. On ne parle pas d'une troisième variable. Par contre, ici, vous regardez le paraboloïde hyperbolique, c'est x carré moins sur a carré moins y carré sur b carré égale z. Et le paraboloïde elliptique, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale z. Bon, il y en a, il diffère par l'un est plus, l'autre est moins. Mais si je prends le paraboloïde elliptique, si je fais z égale 1, je marque x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, là on a affaire à une ellipse. Hein. Si je marque égale 1, il n'y a pas de troisième variable. Hein.
Voilà, il n'y a pas de troisième variable. Donc c'est égal à une constante, si vous voulez. Pour l'ellipse, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les coniques des quadriques. Ça y ressemble, c'est pas parce que ça y ressemble que c'est la même chose. Hein. Alors vous avez le cône à base elliptique, le cylindre elliptique, le cylindre hyperbolique, le cylindre parabolique. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ellipsoïde, si A égale B égale C, on a affaire à une sphère. On a une sphère. Si A égale B égale C, bon, donc la sphère est une quadrique. La sphère est une quadrique particulière. C'est une ellipsoïde particulière où A égale B égale C. Voilà. Donc, là, on a bien affaire à une quadrique. La sphère est une quadrique, qui est une ellipsoïde particulière, avec A égale B égale C. Donc, une quadrique un plan, ben, on va se retrouver soit avec une conique, une ellipse, voire un cercle. Voire un cercle. À un temps, on peut avoir un point de tangence. Hein. Donc là, on n'a qu'un point. On peut avoir voilà, s'il est coupé sur les extrémités, on n'a qu'un point de tangence. Là, on n'a pas de conique, on a un point. Alors maintenant, s'il n'y a pas d'intersection, ben, voilà, les résultats, c'est l'ensemble vide, le système est incompatible. Voilà. Ceci étant dit, en tout cas, quand vous allez faire une tranche en coupant une ellipse, une sphère, chaque fois que vous allez couper une tranche, là, on va se retrouver avec une ellipse. Là, on va se retrouver avec des tranches d'ellipse. Ou, voire à un moment donné, un cercle. Voilà, il se peut qu'on a un cercle. Mais si vous coupez la sphère, oui, attention qu'il faut la couper d'une certaine façon, hein, pour avoir voilà, il faut la couper avec un plan comme celui-ci. Parce que si vous la coupez autrement, voilà, voilà, on aura une sphère ou un cercle. Mais ici, en tout cas, ça a l'apparence d'une ellipse. C'est une ellipse. Bon, c'est presque un cercle, hein, parce que on arrive presque à être tangent à CA. Si je mettais encore un angle d'inclinaison, bah, j'aurais pu trouver un cercle. Hein. Bon, bah, en tout cas, l'angle d'inclinaison ici il est donné par le plan qui est z égale 2x. Donc z est le double de x. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. On a trouvé que S1 est une quadrique, que S2 est un plan et qu'il faut, en utilisant les coordonnées les mieux adaptées d'un point quelconque, écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. Et là, bon, l'intersection, je l'ai fait avec GeoGebra. Maintenant, je vais le faire mathématiquement. Hein. Je vais écrire l'intersection mathématiquement. Alors, pour ça, je vais enlever la conique, parce que j'ai pas besoin de la conique. Le point E, F, G, H ne m'intéresse pas. Elle non plus, et la conique ne m'intéresse pas. Voilà, on a ce dessin-là, qui est une conique, donc une ellipse. C'est une ellipse. Alors maintenant, on va mettre, comme la question l'indique, on va chercher l'intersection mathématiquement, mais cette fois-ci en utilisant les coordonnées, les mieux adaptées. D'un point quelconque P, bien sûr, comme on a une sphère, on va utiliser les coordonnées les mieux adaptées pour représenter des coordonnées sur une sphère. Donc, écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. Voilà, donc, on va chercher cette fois-ci l'intersection des deux courbes en prenant les coordonnées les mieux adaptées. Alors, pour ça, on va aller sur GeoGebra et vous aurez compris que, bon, je n'ai pas à faire un cylindre. Donc, je ne vais pas aller rechercher les coordonnées cylindriques. On va rester raisonnable.
il existe des coordonnées qui sont utilisées depuis l'Antiquité, depuis que la trigonométrie existe, et justement elle a été utilisée au départ pour des choses pareilles. C'est notamment pour l'astronomie. L'astronomie, bon, on a tout qui est sphérique, bon, donc on a des coordonnées qui vont être adaptées à la position d'un point via des coordonnées trigonométriques, qu'on appelle les coordonnées sphériques. Alors maintenant, les coordonnées sphériques, bon, va dépendre. Bien sûr, c'est un point situé sur une sphère. Alors il faut que l'objet pour lequel on va situer le point soit une sphère. Si on avait un cylindre, on aurait utilisé les coordonnées cylindriques. Mais les coordonnées sphériques utilisent ce qu'on appelle un rayon vecteur. Un rayon vecteur, je vous rappelle que c'est un vecteur qui part du centre, voilà, que j'appelle U, rayon vecteur, voilà, ou R, généralement on l'appelle R, un rayon vecteur R, voilà, et pour lequel l'extrémité est le point P. Point P, coordonnées, je l'appelle ici ρ. Le vecteur il s'appelle R et son module il vaut ρ. Son module il vaut ρ. Donc le module du rayon vecteur c'est ρ. Et bien sûr, elle va être définie par rapport à deux angles que je vais dénommer θ et φ. Il y a absolument deux angles. Donc c'est ça qui fait... on a des angles, et donc bien sûr avec la trigonométrie. Coordonnées sphériques, c'est ça. On aura des angles avec la trigonométrie. On a deux angles ici. Pour les coordonnées cylindriques, on n'a pas deux angles. On n'a qu'un seul angle. On n'a qu'un seul angle. C'est en coordonnées sphériques qu'on retrouve deux angles. Un rayon vecteur et deux angles. Bon. Alors maintenant, le rayon vecteur, il est facile puisque c'est un cylindre. C'est le rayon du cylindre. Ici, le rayon du cylindre, il fait 2. Donc, on sait bien qu'ici, le ρ, il vaut 2. C'était une constante. Le ρ, il vaut 2. Bon, ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Voilà. On a le point P avec une constante qui est le rayon vecteur qui est 2 et avec un θ variable et un φ variable. Alors, vous aurez compris ça. Alors maintenant, je vais aller lire ce qui concerne les coordonnées sphériques, puisque en fait le problème, dans les coordonnées sphériques, tout est une définition des angles. Comment va-t-on définir les coordonnées sphériques? C'est surtout ça. Alors je vais faire mon choix par rapport à ce qu'on appelle des conventions. Il existe différents types de conventions en coordonnées sphériques et je vais faire mon choix, prendre la convention qui m'intéresse. Alors si je retourne maintenant en coordonnées sphériques, on va voir ce qui s'y passe. Voilà, les coordonnées sphériques. Voilà, je vais vous lire. On appelle coordonnées sphériques divers systèmes de coordonnées orthogonales de l'espace analogue aux coordonnées polaires du plan. C'est analogue aux coordonnées polaires, mais ça on s'en fout. Un point de l'espace est repéré par ces systèmes par la distance à une origine, le pôle, ça c'est le rayon vecteur. Et par deux angles, comme je vous ai dit, θ φ. C'est ce que j'ai marqué. Ils sont d'emploi courant pour le repérage géographique. On les retrouve pour l'altitude, la latitude et la longitude. Vous voyez, vous n'avez pas trois paramètres. C'est ça, c'est le rayon vecteur, θ et φ. Alors, sont une variante de coordonnées, de ces coordonnées. Donc l'altitude, la latitude et la longitude sont une variante des coordonnées ρ, θ, φ. Alors, vous voyez dans le dessin, le φ là, bon, le φ, il va varier de 0 à 2π. Dans le dessin, à droite. Le φ varie de 0 à 2π. Donc, il va toujours varier de 0 à 2π. Pendant que le ρ va varier de une certaine valeur à une autre valeur. Donc, le φ est toujours dans un plan OXY. Le fil est toujours dans un plan XY. Voilà. Donc voilà. Et le démarrage de 0, c'est l'axe des X. Enfin, le début, on ne parle pas de démarrage, mais le début de l'angle phi, c'est l'axe des X. 0 degré, c'est l'axe des X. Et puis le phi peut varier de 0 à 2π dans le plan OXY. Donc pour faire un cercle.
Et puis après, on a le θ. Lui, le θ, bon, là-bas, je vois qu'il varie il peut varier à partir de l'axe Z. Z. Bon, donc, mais le problème, c'est qu'il existe différentes conventions concernant la définition des angles. Cet article utilise sur partout, sauf mention explicite, la convention P, qui est ρ, qui est le rayon vecteur, θ phi. Bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose que au θ phi. J'ai utilisé la convention ρ θ phi, exactement comme eux. Donc, je n'ai pas lu ce qu'il y avait, mais voilà, j'ai la même chose que sur le site. Voilà. La plus fréquente en particulier en physique et en technologie. Oui, c'est utilisé en physique, en mécanique, en cinématique. Voilà. On parle là-bas où ρ désigne la distance radiale. Ρ, c'est ce qu'on appelle la distance radiale. θ, la colatitude, comprise entre 0 et pi. Voilà. Oui, θ, il est compris entre 0 et pi. Pourquoi? Parce que c'est simple à comprendre, ça. C'est parce qu'en fait, comme le phi, il varie de 0 à 2 pi, sur un cercle où le 0 débute à l'origine, voilà, des x, de l'axe des x, voilà, il peut varier de 0 à 360 degrés. Hein. On part de A, c'est 0 degré. Là, on a 90, ici 90, 180, 270, et là, on arrive à 360. Et ça, c'est l'angle phi. Il varie que comme ça. Par contre, le θ, il peut varier de 0 à pi. De 0 à pi. Et grâce à ça, ben, je peux définir un point quelconque de l'espace, hein, en faisant varier le θ. Voilà, par exemple, je vais chercher un θ égal, je sais pas moi, 90, 90, et phi égale 35. Voilà. Enfin, je m'excuse, je me suis trompé. C'est phi égale 90. Je vais chercher phi égale 90. Bon, phi égale 90, c'est facile. Vous faites tourner ici dans le plan OXY. Ça, c'est le plan OXY. Voilà, je fais tourner un cercle. Voilà, je vais chercher 90 degrés. Voilà, 90 degrés, il est au point là. Mais si je mets θ égale 35 degrés, voilà, je vais chercher par rapport à l'axe Z, 35 degrés. Voilà. Et donc, ce sera le point. Voilà, c'est 35 degrés. On est là. C'est le point là, P là. 90 et 35. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin que de 180 degrés. Si je suis de l'autre côté, pour aller de l'autre côté, ben, il faut un angle de phi donné. Et ce sera toujours l'angle partant de Z. Ben, il partira toujours de 0 jusqu'à 180 maximum. Voilà, c'est toujours 0,180. Voilà, on fait tourner le phi et le Z. Et par rapport au Z, ce sera toujours de 0 à 180. Voilà. C'est ce qu'ils disent ici. Donc, on aura plusieurs systèmes de coordonnées sphériques, qui sont également employés en astronomie. Voilà, le problème c'est que voilà, il y a plusieurs types de coordonnées sphériques. Il existe différentes conventions concernant la définition des angles. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a plusieurs conventions en fonction de la définition des angles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Cet article utilise partout, sauf mention explicite, contraire la convention P, ρ, θ phi, comme j'ai fait. La plus fréquente en particulier en physique et en technologie, où ρ désigne la distance radiale, θ la colatitude, comprise entre 0 et pi, et phi la longitude, comprise entre 0 et 2 pi. Oui, ça je vous ai dit, ça dépend de la définition des angles. Hein. Moi je vous ai pris un cas de figure ici. Phi est compris, varie de 0 à 2 pi, voilà, et θ de 0 à pi. Bon, ben là, ça dépend des définitions des angles. Justement, le problème, il est là. Hein. C'est ça, les conventions qu'ils expliquent. C'est ça. Alors, les besoins des astronomes grecs amenèrent à développer la trigonométrie. Ménélaos d'Alexandrie en particulier découvrir les principales relations de la trigonométrie sphérique. Donc ça monte il y a très longtemps.
Des systèmes de coordonnées célestes permettant de repérer la position des étoiles et d'en établir des catalogues remontent à Timocharis d'Alexandrie, Ératosthène et Hipparque. Utilisant les mêmes angles, déclinaison et ascension droite en particulier, que les astronomes actuels. Bien qu'ils ne les aient pas définis précisément, en fait, René Descartes est le premier auteur à avoir fourni une description mathématique de systèmes de coordonnées, mais en se limitant au cas de coordonnées cartésiennes. Ben, lui, c'est XY. Bon, et pourquoi pas XYZ, puisque pour passer du plan à l'espace, on place de XY à XYZ. Il semble qu'Alexis Clairaut, on le connaît je crois que c'est lui qui a donné l'équation de Clairaut, qui est une équation différentielle, l'équation de Clairaut, l'équation différentielle dite de Clairaut, ait été le premier à définir rigoureusement un système de coordonnées sphériques dans le cadre de ses travaux de géodésie. Mais bien sûr que c'est au niveau de la géodésie qu'on retrouve ces fameux coordonnées sphériques. Euler en a développé systématiquement les propriétés, ainsi que les relations, ce sont les relations d'Euler, avec les angles d'Euler qui portent son nom, les angles d'Euler. Alors, les conventions, elles sont là. Étant donné un repère cartésien orthonormé, OX, Y, Z, les coordonnées sphériques d'un point P distinct de O, bien sûr, pour lequel longitude et latitude ne sont pas définies, et des points de l'axe OZ qui n'ont pas de longitude sont définis par le rayon, le plus souvent noté ρ, qui est le rayon vecteur, mais parfois R, c'est un rayon vecteur, puisque c'est un vecteur. C'est la distance du point P au centre O, et dont le rayon vecteur ρ est positif, ou ρ égale 0 pour le point origine. La longitude, c'est l'angle orienté formé par les demi-plans ayant pour frontière l'axe vertical qui est l'axe Z, et contenant respectivement la demi-droite OX et le point P. Si on note H, le projeté orthogonal de P dans le plan OXY, la longitude est l'angle formé par les vecteurs X et OH. La colatitude ou angle zénital, c'est l'angle non orienté formé par les vecteurs Z et OP. On utilise parfois la latitude, c'est l'angle complémentaire de la colatitude, et donc, sauf pour les points de l'axe OZ, l'angle orienté formé par les vecteurs OH et OP. Alors, par convention et pour assurer l'unicité des coordonnées, la longitude est comprise entre 0 et 2π, radians, 0 et 360, ou parfois en géographie, en particulier entre moins 180 et 180. Et la colatitude est comprise entre 0 et π radians, c'est-à-dire 0 et 180. Cette convention vaut pour le repérage, mais θ et φ peuvent parcourir un intervalle plus important pour une courbe paramétrée, ρ de t, θ de t, φ de t. Et le rayon peut alors être négatif. On trouvera plus de précision dans la section consacrée à la description mathématique de ce système. Bon, la convention, voilà, colatitude, longitude. Bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Le passage aux coordonnées cartésiennes, on a x, y, z. Bien sûr, il y a le passage inverse, ρ, θ, φ, à partir de x, y, z. Ça ne m'intéresse pas ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est x, y, z en fonction de ρ, θ, φ. En fonction de ρ, θ, φ. Bon, là, on retrouve en x, x, on a sin et cos. Bon, ça, c'est une convention. Hein. Bon, ils vous disent qu'ici, elle est définie par exemple ISO CEI 80 000, 2 carrés. Voilà. La relation passage aux coordonnées cartésiennes s'écrit x égale ρ sinus θ, cosinus phi. Y égale ρ sinus θ, sinus phi. Et z égale ρ cosinus θ. Je ne vais pas prendre cette convention-là, je vous le dis tout de suite. Alors là, on voit qu'on a combien de sinus? 1, 2, 3 sinus. Hein. En x, on a un sinus, qui est sinus θ. En y, on a sinus θ, sinus phi. Ça fait 3 sinus. Et on a 2 cosinus. Bon, je ne vais pas utiliser celle-là. Est-ce que je vais utiliser la convention rayon longitude, la colatitude? C'est-à-dire que j'ai x égale ρ sinus phi cosinus θ, y égale ρ sinus phi sinus θ, et z égale ρ cosinus phi. Là, j'ai toujours 3 sinus. Mais simplement, là, on a phi qui est en lieu et place de θ. Sinus phi, voilà, en lieu et place de θ. Mais on a toujours 3 sinus et 2 cosinus. Je ne vais pas prendre cette convention-là. Donc, je ne prendrai pas la convention rayon colatitude longitude, et je ne vais pas prendre la convention rayon longitude colatitude. Bon, maintenant, je vais regarder si je ne vais pas prendre la convention rayon longitude latitude. Eh bien, si, je vais prendre celle-ci.
Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai une, deux, trois cosinus et deux sinus. J'ai trois cosinus et deux sinus. Mais attention que le delta, il est égal à 90 moins phi. Et voilà, c'est-à-dire pi demi moins phi. Hein. Alors, θ désigne la longitude mesurée depuis l'axe des x. Voilà, c'est ce que je vais prendre. Généralement entre moins 180 et 180. Ouais, voilà. Donc là, il varie de moins pi à pi. Et delta, là, désigne la latitude, donc depuis le plan équatorial, entre moins 90 et 90. Donc là, il varie de moins pi demi à pi demi. Par rapport au plan équatorial. Donc là, on peut... θ varie de 0 à 180 et le rho de moins pi demi à pi demi. Donc, et si vous voulez l'autre côté, dans le deuxième, les quatre autres octants, ben, là, le θ va varier de 0 à moins 180 et bien sûr, le delta sera toujours compris entre moins pi demi et pi demi par rapport au plan équatorial. Bon, et je vais prendre ça. Là, je me retrouve avec deux cosinus. 3 cosinus, un sinus, enfin 2 sinus et 3 cosinus. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Bon, mais moi, je ne veux pas appeler ça delta θ, hein, je vais appeler ça θ phi. Je vais appeler ça θ phi. Je vais laisser θ phi. Alors, bien sûr, mon θ, ce sera delta. Hein. Mon θ, ce sera delta. Je vais faire une copie, vous allez comprendre. Non, c'est pas ça. Ah. Alors, je vais prendre delta égale θ. Et θ, le θ qui est là, je vais l'appeler phi. Ce qui va me donner x égale rho cosinus θ cosinus phi, y égale rho cosinus θ sinus phi, et z égale rho sinus phi. Ah. Je vais prendre cette convention-là. Donc, je vous ai dit que c'était la convention, je ne sais plus comment ils appellent ça. Convention rayon longitude latitude. Convention rayon longitude latitude. Donc, je n'ai pas pris la convention rayon longitude. Il y a toujours le mot rayon. Hein. C'est parce que c'est toujours par rapport à rho. Mais ce qui va changer, on peut prendre soit par rapport à rayon longitude latitude, rayon longitude colatitude ou rayon colatitude longitude. Bon, vous voyez que c'est une inversion aussi. Hein. Rayon colatitude longitude et rayon longitude colatitude, c'est une inversion. C'est pour ça que bon, θ prend la place de phi et phi prend la place de θ. Par contre, l'autre, c'est rayon longitude et colatitude. Je m'excuse, longitude, latitude. Longitude, latitude. C'est pas une colatitude, c'est une latitude. Donc moi, ici, c'est la convention. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas pris les colatitudes, mais j'ai pris les conventions de rayon longitude, latitude. Alors ici, c'est un système dérivé par des conventions utilisées par les géographes. La convention rayon longitude, latitude. Alors, bien sûr, il y a un lien avec les coordonnées polaires. Voilà, où OH, c'est le vecteur R sinus θ, R fois sinus θ,
et phi c'est l'angle OX, OH, voilà, et θ c'est OZ, OP, voilà, et là c'est par rapport à OH, voilà, c'est R sinus θ. Et on peut repasser par voilà, les coordonnées polaires. Enfin, faire un lien avec les coordonnées polaires. Alors, on a les coordonnées cartésiennes en x, y, z. Et voilà, moi j'ai pris les coordonnées sphériques parce qu'on avait une sphère, hein, ρ, θ, phi. Donc j'ai besoin d'un rayon vecteur et de deux angles. Ne pas confondre avec les coordonnées cylindriques. Je n'ai pas pris les coordonnées cylindriques parce qu'on j'ai une sphère et donc j'ai les coordonnées adaptées pour la sphère, qu'on appelle les coordonnées sphériques. Et j'ai pris les conventions de type 3, c'est-à-dire convention rayon, longitude, latitude. Voilà. Alors les coordonnées sphériques, bon là il n'y a qu'un seul angle. Et là, c'est en fonction de quoi? D'un rayon toujours, mais cette fois-ci d'une hauteur. Il y a un angle quand même. Il y a quand même un angle, mais une hauteur. Il y a un rayon, une hauteur et un angle. Donc il n'y a qu'un seul angle. Rayon sphérique, coordonnées sphériques a deux angles. Et là, vous avez les passages, voilà, depuis les coordonnées cartésiennes, voilà, passage vers les coordonnées sphériques, c'est assez simple à trouver. Et on a aussi les coordonnées cylindriques. Il vous donne le passage en coordonnées sphériques. Coordonnées cylindriques vers sphériques, cartésiennes vers des cartésiennes vers sphériques, des sphériques vers les cartésiennes. Et enfin, je dirais plutôt des coordonnées sphériques vers des coordonnées cartésiennes vers les sphériques, ou plutôt des sphériques vers les cartésiennes, puis des cartésiennes vers les sphériques, et puis des sphériques vers les cylindriques, et des cylindriques vers les sphériques. Là, vous avez tout. Vous avez toutes les formules ici. Il suffit de puiser les formules que vous avez ici, vous avez tout. Alors là, on a des représentations, enfin, au niveau des coordonnées géographiques. On a un repérage géographique ici par plusieurs paramètres. Alors, bien sûr, on a la définition de H, L et lambda. Alors, le lambda, c'est la longitude, L, c'est la latitude, et bien sûr, H, c'est l'altitude. H, c'est l'altitude. Hein. L, c'est la latitude, et lambda, la longitude. Hein, il y en a un, c'est 90 degrés moins. Bien sûr, voilà, ici vous dites que l'axe OZ passe par le pôle nord, hein. L'axe OX dans le demi-plan du méridien de Greenwich et l'axe Y à l'est de l'axe OX. Et on sait définir les coordonnées géographiques de cette manière-là. Alors les coordonnées, on peut définir par des coordonnées célestes. Alors là, à ce moment-là, bon, c'est plus la même chose. Hein. Coordonnées célestes, les coordonnées célestes utilisées pour repérer les astres sur le ciel utilisent cette même variante avec ρ fixé, projection sur la sphère céleste. Par exemple, le système de coordonnées équatoriales servant à repérer les objets hors du système solaire utilise la déclinaison correspondant à L, exprimée en degrés, et l'ascension droite correspondant à lambda, exprimée en heures, avec une heure égale 15 degrés. Alors, ils vous disent que dans les calculs, je continue avant de travailler sur l'intersection de S1 et S2, mais je vous lis la suite parce que j'ai presque terminé. Hein. Les coordonnées sphériques sont d'emploi courant dans 3 cas de figure. Enfin, dans 3 cas, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Je peux vous dire qu'il est utilisé pour les problèmes présentant de la symétrie sphérique. Par exemple, je pense aux charges électriques, hein, au champ coulombien. Voilà, d'ailleurs, il le dit ici, un potentiel coulombien. Dans un champ coulombien, on a ce qu'on appelle une isotropie, c'est-à-dire on a les caractéristiques, les propriétés sont les mêmes partout dans l'espace suivant, on va dire une sphère. Hein, suivant une sphère, on a les caractéristiques qui sont conservées. On a ce qu'on appelle une conservation, voilà, des propriétés du champ, voilà, dans l'espace. Et c'est un champ qui est de type sphérique. Et tout ce qui est sphérique, on va aller rechercher ce qu'on appelle les coordonnées sphériques.
Mouvement à distance d'un point donné, comme le cas d'un pendule, oui, ça on le retrouve en cinématique. Et là, on va parler plutôt de mobile, de mouvement, donc de vitesse, et donc de dérivés. Donc de dérivés qu'on appelle par exemple vitesse angulaire, vitesse circulaire, avec, voilà, avec une désignation de dérivée par un point. Ce qu'on appelle voilà, θ point. On parlera de θ point, qui est la dérivée de θ par rapport au temps. Donc là, il y a la notion de temps et donc de dérivée et donc de vitesse. Donc on aura la notion de vitesse, hein, donc de dérivée. Donc on l'utilise en astrophysique, en mécanique des fluides, en paléomagnétisme, en météorologie, en océanographie physique. Bon, et en mécanique des fluides, parce qu'on a des formes, on étudie des formes, bon, on peut considérer un cylindre, en résistance des matériaux aussi, on peut considérer un cylindre, une sphère. Ben, si on prend un cylindre, ben, on va prendre les coordonnées cylindriques. On peut parler même en termes de tenseur, hein. Bon, en termes de tenseur, généralement, on peut mettre tout dans des matrices et parler en termes de tenseur. Voilà, voilà. Donc ici, exemple de données, et on peut utiliser aussi, si vous voulez, on utilise aussi ce genre de coordonnées, même en statistique, pour vous dire. Donc en astrophysique, direction d'arrivée des rayonnements cosmiques, géologie structurale normale à la surface de différents points d'un pli conique ou cylindrique, paléomagnétisme, rémanence magnétique dans des roches, météorologie et direction des vents à un emplacement donné, océanographie physique, mesure des directions des courants marins. Au niveau de données, ça c'est vectoriel, au niveau axial, cristallographie, orientation d'un cristallite, voilà, astronomie normale au plan de l'orbite d'une comète, physiologie animale, orientation des champs dendritiques sur la rétine d'un œil de chat, tralali tralala, c'est-à-dire que son application, il est multiple et varié. Bon, on le retrouve, ces coordonnées-là, sphériques, et aussi bien sphériques que cylindriques, on le retrouve dans différents domaines. Alors, calcul des distances, on peut calculer des distances, hein, voilà. On peut calculer des distances avec coordonnées. Là, on a les coordonnées curvilignes, et coordonnées curvilignes utilisées en cinématique, hein, pour différents types de mouvements. Et là, on utilisera, si on a à faire une sphère, ben, un mouvement de type sphérique, ben, on ira chercher les coordonnées cylindriques. Là, vous voyez que tout ça, c'est de la cinématique, hein, propriétés différentielles. Voilà, on a les propriétés différentielles. On a la matrice jacobienne qui est là. Voilà, et vous reconnaissez le vecteur URO, Uθ et UφI. Enfin, je dirais plutôt URO et Uθ. Voilà, on s'y retrouve par rapport aux coordonnées sphériques, hein. Vous voyez, sinus, cosinus, sinus, sinus et cosinus. Cos, 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 sin. Voilà. Euh, euh, alors, on trouve aussi dans les différentiels. Voilà. Et ça, c'est dans les différentiels, notamment dans les vitesses, dans les éléments de surface, suivant, pour phi constant, élément de surface pour θ constant, tralala, tralala. En cinématique, voilà, la cinématique, elle est là. On retrouve les coordonnées sphériques dans la cinématique. Et dans les opérateurs Nabla aussi, gradient, rotationnel, divergence, on les retrouve. Et dans le tenseur, comme je vous ai dit, les tenseurs métriques, là, tout ça, euh, on retrouve tout ça dans beaucoup de domaines. Les coordonnées sphériques, euh, dans les coordonnées sphériques, on retrouve voilà, ici c'est les coordonnées hypersphériques de dimension, une dimension autre que 3. Autre que 3, c'est hypersphérique. Bon, ben ici, moi j'ai pris la convention du type 3, c'est-à-dire rayon, longitude, latitude. Voilà, j'ai pris ça. Bon, on va pas aller plus loin, parce que c'est vrai que dans chacun des domaines, on utilise fameusement cet outil. Quand on a l'aspect d'une sphère, ben, fatalement, on va utiliser les coordonnées sphériques. Ouais, on peut utiliser ça dans différents domaines où on a un espèce de volume, un système qui est une sphère. Si le système est une sphère, ben, on pense résistance matériaux, mécanique des fluides, voilà, astronomie, astrologie, astrophysique,
voilà, sciences de la biologie, etc. Tralali, tralala, on les retrouve. Voilà, et si maintenant vous faites la cinématique, en plus de ça, vous aurez des différentiels, des tenseurs et tralali, tralala. Enfin, si vous faites de la mécanique des fluides, vous aurez des tenseurs en plus. Et comment on appelle ça, la résistance des matériaux, vous aurez des tenseurs. Pour autant que, voilà, on parle de coordonnées sphériques. Et ici, je parle de coordonnées sphériques parce qu'on vous dit, ben, en utilisant les coordonnées les mieux adaptées, ben, j'ai une sphère, je vais utiliser les coordonnées sphériques. Écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. Bon, là, c'est très simple. Parce que, ayant les coordonnées sphériques, alors, si j'ai les coordonnées sphériques, ben, qui dit coordonnées sphériques dit, ben, va vérifier l'équation de la sphère. Hein. On est bien d'accord. Si elle ne vérifie pas les équations de la sphère, il n'y a même pas besoin de vérifier, mais je vais le vérifier quand même, vous allez le voir. Il n'y a pas besoin de vérifier. Hein. Ce que je vais faire là, il n'y a pas besoin, mais c'est pour vous prouver qu'elle vérifie l'équation de la sphère. Alors, je vais trouver ρ carré. Eh bien, voyons voir. Je vais faire le calcul. Je ne suis pas obligé de faire ça pour l'intersection ici, hein, parce qu'on sait bien d'office, si j'utilise les équations adaptées, qui sont les équations de comment on appelle ça, de la symétrie sphérique, enfin de la coordonnée sphérique, c'est parce qu'en fait j'ai une sphère et qu'elle vérifie la sphère et que j'ai pas besoin de vérifier ça. Alors, on va y aller. Donc j'ai x carré, c'est ρ carré. J'ai pas besoin de faire ça, mais je le fais quand même pour vous montrer que ça vérifie l'équation. Donc j'aurai cos carré θ, cos carré phi, ça c'est x carré, plus y carré, rho carré, cos carré θ, sinus carré phi, plus z carré, c'est rho carré, sinus carré phi, égale, normalement ça doit être égal à rho carré. Je vérifie, hein. Ça va être égal à rho carré. Bon. Alors justement, je mets rho carré en évidence. Si je mets rho carré en évidence, voilà, je vais le faire à partir d'ici. Voilà, je vais mettre rho carré en évidence. Ça veut dire que le rho carré, il va se supprimer. Là, parce que je l'ai mis en évidence. Et il va se supprimer ici parce que je l'ai mis en évidence. Maintenant, je vais mettre cos carré en évidence, cos carré θ, cos carré θ, et il va rester sin carré phi plus cos carré phi, ça fait 1. Une fois cos carré θ, ça fait cos carré θ. Ah ouais, mais ici, il y a un petit problème. Cos θ, cos phi. Ouais, il y a une petite erreur. Delta égale θ. Ouais, donc c'est sinus θ. Puisque delta égale θ. Delta égale θ. Donc je remplaçais delta par θ. Donc ici c'est sinus θ. Voilà, et là c'est bon. Puisque je vais avoir sinus θ. Je fais la correction ici. Et là, je vais avoir sinus θ carré. Et là, je vais avoir sin carré plus cos carré θ. Ça fait bien 1. Voilà, donc ça fait 1. Mais cos carré plus sin carré θ, ça fait 1. Et une fois rho carré, ça fait bien rho carré. Donc ça vérifie l'équation cartésienne du cylindre. C'est normal. C'est normal. Donc rho vaut bien 2. Rho carré vaut 4, donc rho vaut 2. Donc là, j'ai rien à y faire. Hein. Bon, j'ai rien à y faire. Bon. Alors maintenant, je vais mettre les deux courbes.
Il n'y a pas besoin de vérifier comme je viens de le faire. Je l'ai fait, mais à coup sûr, ça vérifie. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Mais c'est pour vous montrer que ça le vérifie à coup sûr. Donc, j'ai x carré plus y carré plus z carré égale 4. Z égale 2x. Et maintenant, je vais chercher l'intersection entre les deux courbes, mais en utilisant l'intersection, je vais l'appeler I, ou C, si vous voulez, ou conique, parce que, bon, au début, on n'est pas censé savoir ce que c'est, donc je mets I, parce que j'ai été voir sur GeoGebra, donc je sais bien que c'est une conique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire les équations paramétriques de l'intersection des deux courbes. Alors, les équations paramétriques, c'est vous qui les choisissez, hein. Alors, vous allez soit éliminer phi, alors il ne restera plus que θ, ou vous éliminez θ, il ne restera plus que phi, et ce qui est restant est le paramètre, que je dénommerai par après. Je vais dénommer. Alors, je vais écrire l'équation paramétrique. Alors, on sait bien que ça vérifie ceci, hein, puisque c'est des coordonnées cylindriques, donc il vérifie l'équation du cylindre, fatalement, avec bien sûr ρ égale 2, et θ phi variable, bien sûr. Donc un point P, c'est 2 θ variable phi. Alors Z, ben, le Z c'est sinus θ, le Z c'est ρ sinus θ, et le X c'est ρ cosinus θ cosinus phi. Donc je vais écrire ça, le Z c'est ρ cosinus, le Z c'est, non, le Z c'est ρ sinus θ. Avec ρ qui vaut 2, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ρ vaut 2, c'est égal à 2 fois ρ. Le X c'est cosinus θ cosinus phi. Cosinus θ, cosinus phi. Je simplifie par ρ, et je trouve que cosinus phi est égal à sinus θ sur cosinus θ. C'est-à-dire que, oui, si j'ai oublié, c'est un demi, j'ai oublié le 2, cosinus phi, c'est un demi sinus θ cosinus θ, c'est un demi tangente θ. Voilà que vaut cosinus phi. Bon, maintenant, je vais aller rechercher de nouveau les équations, enfin les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, c'est bon, ça j'en ai pas besoin. On sait bien que ça vérifie les coordonnées sphériques, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'ai le cosinus θ, le cosinus phi. Le cosinus phi vaut 1 demi tangente θ, avec θ différent de pi demi. Hein. Vous ne pouvez pas mettre pi demi parce que c'est le domaine de la tangente. Hein. Alors je vais chercher le sinus phi. Alors, comment trouver le sinus phi? Ben, vous connaissez le cosinus phi, il est facile de trouver le sinus phi, puisqu'on sait bien que sin carré phi plus cos carré phi égale 1, c'est-à-dire que sin carré phi c'est égal à 1 moins cos carré phi, mais cos carré, ben, c'est le carré du cosinus, c'est 1 quart de tangente carré θ, voilà, racine carrée, et bien sûr, plus ou moins si je prends la racine carrée dans chaque membre. C'est-à-dire que, voilà, là j'ai le sinus phi et le cosinus phi. Donc c'est plus ou moins 1 quart de tangente carré θ. Alors maintenant, ce qui veut dire que l'intersection, elle est facile à trouver. L'intersection I je vais chercher les coordonnées sphériques.
x égale ρ, mais ρ c'est 2. 2 je vais faire une copie, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ça, je vais chercher une copie de ceci. Les coordonnées sphériques, c'est ceci. Voilà. Avec bien sûr le ρ qui vaut 2. Voilà, ça c'est pour le cylindre. Hein. C'est pour le cylindre. Maintenant, on sait bien que pour le plan, z égale 2x. Et que je vais en tirer le cosinus θ, que doit valoir le sinus θ et le cosinus θ. Alors, le cosinus θ, c'était un demi de tangente phi. Ouais, c'était cosinus phi. C'était pas cosinus θ, c'était le contraire. J'avais trouvé phi. Phi, bien sûr, je vais faire l'intersection des deux. Et là, je vous ai dit que c'était plus ou moins racine carrée de 1 moins 1 quart de tangente carrée θ. Eh bien, je remplaçais pour avoir un paramètre. J'ai choisi de prendre le paramètre θ. Donc, cosinus phi, ben, je viens de le déterminer. Voilà. Cosinus phi, c'est 1 demi tangente θ. Ouais, mais la tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Fois le cosinus θ, ben on sait simplifier ici. Bien sûr, θ différent de pi demi. Ça, on le sait bien parce que la tangente, voilà. Et il reste sinus θ. Donc, et bien sûr, 2 divisé par fois 1 demi, ce qui fait 1. Donc, il va rester ici sinus θ. Il va rester sinus θ. Alors, est-ce que c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le z, il vaut le double de x. Le z, il vaut le double de x. Donc, on voit bien que le x vaut sinus θ, et le double de sinus θ, ben, c'est 2 sinus θ. Donc, c'est bon. Alors, on retrouve bien 2 sinus θ. Le x, donc on a bien l'intersection ici. Hein. Simplement, j'ai encore un paramètre voilà, que je dois éliminer, c'est le sinus phi. Ben, le sinus phi, il est connu par rapport à θ. Alors, je vais le mettre tout de suite. Donc c'est plus ou moins racine carrée de 1 moins 1 quart de tangente carrée θ. Voilà. Et là, j'ai l'intersection. Ça, c'est vraiment l'intersection. Hein. Donc là, j'ai vraiment mis dans x carré plus y carré plus z carré, j'ai mis le x égale, mais en coordonnées cylindriques, sphériques, je m'excuse, en coordonnées sphériques. J'ai mis x carré plus y carré plus z carré égale 4. Je lui ai incorporé, si vous voulez, à l'intérieur, j'ai résolu ce système en mettant z égale 2x, c'est ce que j'ai fait, mais en coordonnées polaires. Hein. Vous voyez qu'on a un sinus θ, 2 sinus θ. Mais maintenant, le y, il va bien sûr être dépendant, bien sûr, en fonction de ce que vous voyez là, qui vaut plus ou moins 2 cosinus θ, racine carrée de 1 moins 1 quart de tangente carrée θ. Eh bien sûr, le paramètre, je vais l'appeler, comme c'est un paramètre, je vais l'appeler t. Hein. Je vais changer ceci. Je vais appeler le paramètre c'était. Voilà. T. 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 Et le T. Bon, maintenant, ceci étant fait,
le paramètre c'est t. Bon, le t ne peut pas valoir pi demi, je vous le dis tout de suite. Maintenant, je vais aller sur GeoGebra et je vais vous dessiner ceci. Point par point. Alors, j'ai mis plus ou moins, mais je vais faire que les plus et le moins, je vais faire une symétrie. Hein. Voilà. J'ai mis plus ou moins, mais je ne vais pas calculer deux fois. Hein. Je vais le calculer qu'une fois. Je pourrais faire une copie, voilà, et calculer, refaire avec des moins, mais pour aller plus vite, je préfère faire une symétrie orthogonale des points. Alors, bon, donc là, on a, je rentrais un paramètre t en degrés. Par exemple, je vais mettre 30 degrés. Là, j'aurai t en degrés. Il a fait disparaître, je vais recommencer. T en degrés. T en radians. Voilà, on aura là le x, le y et le z. J'ai marqué radion, mais c'est radian. Je me suis trompé. Bon, j'ai pas envie de corriger ça parce que c'est un détail. C'est radian, c'est pas radion. Bon, alors si je mets par exemple 30 degrés, pour avoir un radian, j'ai oublié de mettre le égal. 30 égale. On n'a pas pris. Bon, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas non plus. Bon, alors ce que je vais faire, je vais effacer. Et je vais le calculer. 30 degrés. Est égal à pi c'est 314. Donc c'est 180. On va avoir pi sur 6. Pi sur 180 fois la cellule ici. Voilà, 0,52, c'est juste. Là, ça c'est bon. Alors, je vais faire varier de 0, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 et 180. J'arrive à 180. Voilà. Alors là, je vais faire une copie. Voilà, j'ai les radians, je termine à pi, c'est juste. Alors là, c'est bien le sinus, c'est égal au sinus de l'angle en radian ici. Voilà, le sinus existe. Alors là, je vais juste mettre le double, parce que c'est 2 fois le sinus. Hein. Voilà. Donc on aura juste le double. Voilà. Alors maintenant, le y, il est soit positif, soit négatif. Bon, je vais faire que les positifs, et puis après, je ferai une symétrie orthogonale. C'est 2 cosinus, 2 fois le cosinus, fois racine carrée de 1 moins quart de tangente carrée. Bon, on va voir ça. Donc, c'est 2 fois le cosinus de l'angle en radian multiplié par SQRT de 1 quart
quart. 1, c'est plutôt 1. 1 moins un quart fois tangente de l'angle. Il a été me cacher l'angle. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. J'ai fait une bêtise. Voici c'est sinus θ. Non, ça c'est non, je raconte une bêtise encore une fois. Ça c'est égal, c'est l'angle en radian. C'est pi sur 180 fois l'angle de 0 ici. Alors, ce que je me suis trompé, c'est là, je ne sais pas pourquoi il a changé d'emplacement. C'est 2 fois le cosinus de 0 radian, voilà, multiplié par SQRT de 1 moins un quart fois tangente de 0, fermez parenthèse, au carré, de Bon, je vais faire une copie et regarder si c'est bon. Ce qui est rassurant, c'est que ça commence en 2 et ça termine en moins 2. Je vais créer une liste de points. Voilà. Bon, et c'est pas tout à fait ça. C'est pas bon. Donc, il faut que je refasse cette formule. Égale 2 fois le cosinus de l'angle en radian fois SQRT de 1 moins un quart fois la tangente carrée de l'angle en radian 1, 2. C'est pas ça du tout.
prendre la machine et calculer le sinus des 0,52. Je vais aller voir quelque chose parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 'Bon, ça c'est la vidéo sans son que je dois recommencer parce que j'ai perdu le son. Donc là tout est bon. « 1,66 ». Ouais, c'est juste. Ici, je peux pas voir 0,07 parce que je vais recommencer ça. Donc, c'est le sinus en degrés. Alors, je vais le faire en degrés. Égal. J'ai travaillé en radian. Sinus de 0. Et le sinus. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais tirer. Bon, espérons qu'il n'a pas bloqué là. Bon, je prends le sinus de 30. C'est pas ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est déjà mieux. Le sinus en radian. Je règle un petit problème d'unité. Bon, je m'excuse. Voilà, maintenant, ça va déjà mieux. Ici, je fais le double. Toute là, ça m'a l'air correct. Bon, je vais envoyer les points en espérant que
Et voilà, ça c'est bon. Bon, c'est difficile de travailler avec... il peut à tout moment bloquer, hein, voilà. Alors, je dois faire aussi les moins, hein. Voilà, c'est plus ou moins. Bon, j'ai fait les plus, et je vous dis qu'il faut encore faire les moins. Mais ça, je vais faire une symétrie orthogonale, hein. J'ai pas besoin d'aller rechercher, faire une copie. Déjà que j'ai des difficultés à travailler avec... qui n'est pas, que c'est pas quelque chose de souple. C'est pas souple, hein, le tableur de GeoGebra n'est pas souple, je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, plusieurs reprises. Bon, ici, ce que je vais faire maintenant, bon, ça j'aurais dû effacer. Voilà, je vais faire une symétrie orthogonale, axiale. De ce point-là par rapport. Et voilà. Et là maintenant, vous avez point par point l'intersection, qui est une ellipse, hein. C'est une ellipse. Bien sûr, l'intersection de la sphère avec le plan que voici. On voit bien que c'est pas un cercle parce que bon, il n'est pas tangent à AC et BD alors qu'il est tangent à CD AB, hein. Alors je peux enlever l'axe de symétrie. Pour faire la symétrie, c'est l'axe en vert. Bon, ça, je suis obligé de mettre.
Voilà, et je vais extraire maintenant la sphère. Bon, les extrusions, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne sais faire qu'une pyramide, cône, prisme, cylindre. Bon, ouais, je ne sais pas faire 50 000 extrusions. Donc voilà, je suis limité ici pour les extrusions. Je ne sais pas faire des extrusions comme on veut. Je vous remercie. Je vous remercie.